Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au marché, les piliers de l'économie sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera au marché de bétail au Mali. Et au sommaire également de cette émission, 93,7% des suffrages à l'élection présidentielle du 24 avril. C'est ce qu'a obtenu le président candidat Teodoro Obiang-Nguema Basogo. C'est un véritable plébiscite. Et puis au Burkina Faso, la Cour de cassation annule pour vice de procédure tous les mandats d'arrêt internationaux émis par la justice militaire dans le cadre du coup d'État de septembre 2015 et de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre, nos éditorialistes. Hervé Lado. Hervé, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Gracia Rokindikiza. Gracia, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jemal Taleb. Jemal, ravi de vous accueillir. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo, réélu avec 93,7% des suffrages à l'élection présidentielle du 24 avril, selon les résultats provisoires publiés ce jeudi par la commission électorale. Celui qui a promis d'investir dans la promotion des valeurs démocratiques et la poursuite des chantiers de développement a été réélu pour un mandat de 7 ans. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Deo Gracias Kpodo. Le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo a été réélu au lendemain de l'élection présidentielle du 24 avril 2016. Crédité de 93,7% des suffrages, selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale, le chef de l'État équato-guinéen avait réaffirmé sa volonté de mettre l'accent sur la préservation de la paix, la création d'emplois et la promotion de la femme. Avec la paix, on a travaillé pour changer le pays. C'est la raison pour moi que la paix, c'est l'élément indispensable pour changer le pays. Non seulement on construit des routes, de l'hôtel, de toute l'infrastructure, on construit aussi les infrastructures pour l'éducation. On va ouvrir une deuxième université. Il y a des centres pour former les jeunes qui n'ont pas le niveau de formation pour leur donner certains métiers. Déjà en 2009, le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo avait obtenu 95,37% des suffrages à l'issue de la présidentielle. Sans véritable surprise, il réédite cet exploit en 2016. Il est réélu pour un 5e mandat de 7 ans face au candidat de l'opposition. Le chef de l'État équato-guinéen, qui a récemment confié qu'il ne se représenterait plus après ce nouveau septennat, compte sur la mobilisation de tout le peuple. Sa priorité, améliorer le cadre et les conditions de vie des populations malgré le contexte économique actuellement difficile dû à la crise du pétrole. Après la chute des prix du pétrole, on a commencé à connaître des difficultés économiques. Nous voulons penser que nous devons organiser pour avoir les entreprises nationaux, pour travailler pour l'industrialisation. Parce que quand il y a les industries, la manœuvre va rester permanente. C'est-à-dire que nous devons prendre des stratégies pour donner les emplois à notre jeune. Le 24 avril 2016, les 330 000 électeurs inscrits sur la liste électorale sur l'ensemble du pays étaient appelés à choisir librement celui qui présidera aux destinées de la Guinée équatoriale. L'économie du pays repose essentiellement sur le commerce des hydrocarbures. Malgré les difficultés, les autorités restent confiantes. D'autres chantiers de développement seront entamés dans les années à venir. J'ai déjà entendu un Jemal et Gracien sur le bilan de Teodoro Obiang-Nguema Basogo. Hervé, je ne vous ai jamais entendu. Qu'en pensez-vous? Un bilan global, autant politique qu'économique? Alors, sur le plan, je vais peut-être commencer par le plan politique, parce que c'est un sujet, c'est presque indécent de parler de 93,7% de voix accordées au président. Parce que la Guinée équatoriale fait partie de la douzaine de pays africains, de ces pays africains qui sont en train de sortir d'une manière de gérer les affaires du pays qui est en train qui en fait est patrimoniale, on va dire, hein, et qui fait en sorte que après
le président, les populations sont en fait réduites à se contenter du fils du président ou de vivre un chaos comme on a vu en Côte d'Ivoire. Donc c'est un cas qui pose question. Ceci étant, en fait, ces dernières années, là je parle du plan économique, le président Obiang Nguema a fait preuve d'une certaine lucidité en engageant de très grands projets d'investissement. La Guinée équatoriale, a été le lieu de gros investissements en infrastructures éducatives, de santé et d'énergie. Il en fallait dans ce pays qui croupissait dans la pauvreté alors qu'il y avait d'immenses richesses. Donc, on va dire qu'au cours de la décennie 2000-2010, on a vu un taux de croissance assez élevé, très élevé, pratiquement à 2 chiffres. Et même si la croissance a baissé au cours de ces dernières années à cause justement de la chute des cours du pétrole, le pays reste assez engagé en matière de développement des infrastructures et de développement de l'éducation, de la formation professionnelle pour engager les Équato-Guinéens dans le développement du pays. Donc, mitigé, on va dire. Mitigé, comme Gemal et comme Gratien. Gemal, très loin derrière le président sortant, les opposants les mieux placés, Bonaventura Monsoy Assoumou et M. Mehanga, obtiennent chacun 1,5% des voix, près de 94% pour le président, 1,5% pour ses opposants les plus près. Le fossé est énorme. Il y a plusieurs grilles de lecture de ce scrutin. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. La Guinée équatoriale n'est pas un grand pays démocratique, je l'ai déjà dit ici. Le président Obiang Nguema Bossogo n'est pas le plus grand démocrate sur Terre, je le dis. Ce n'est pas non plus une dictature, c'est un pays qui respire. Il y a une année, on vient de vivre une vraie année électorale sur le continent africain. Les élections se suivent, elles ne se ressemblent pas totalement. Celle-ci ne ressemble pas à celle du Burkina Faso qu'on vient de vivre, ni à celle du Bénin. Elle n'est sans doute pas non plus celle de l'Union soviétique, ce n'est pas vrai. On a de la lisibilité désormais avec le président Obiang Nguema Bossogo. La première, c'est qu'il dit « c'est mon dernier mandat, je m'en vais ». La deuxième, c'est qu'il reconnaît qu'il y a des avancées démocratiques encore à faire. La troisième, c'est qu'il ouvre un débat démocratique. Alors évidemment, j'aurais aimé une élection mieux faite, mieux organisée, mieux préparée, mieux gérée que celle-là. Ça n'est pas ce qu'on a eu. Vous savez, la Guinée équatoriale était un village misérable il y a une trentaine d'années. Il est aujourd'hui un pays véritablement émergent qui pousse incontestablement des buildings de haut niveau et une couverture sanitaire sans doute la plus importante du continent africain. Il y a encore un travail, un chemin gigantesque à faire en matière de démocratie et de liberté. Je pense que le président Bossogo n'est pas tellement insensible à ça. Il le comprend, il le dit. J'ai vu son entretien sur Africa 24. Il comprend très bien qu'il y a encore du travail et du chemin à faire. Je fais partie de ceux qui gardent plutôt le souvenir de ce qui va bien plutôt que de ce qui va mal. Et donc, c'est clair qu'il y a encore un chemin démocratique à faire. C'est pas une dictature stalinienne, ça n'est pas vrai non plus. C'est un pays qui respire. J'espère, pour ma part, qu'il respirera encore plus à l'avenir. Gratien, je reviens sur ce fossé qui est énorme. Comment on explique un tel écart? Surtout qu'on ne parle pas de novices dans la politique. Certains opposants s'étaient même présentés lors des dernières élections présidentielles. Oui, moi, au niveau, disons, démocratique, il y a une question qui s'oppose et je me pose, il y a des doutes. Dans un pays, moi, quand je vois un pays où il n'y a pas d'opposants, où les opposants qui se retrouvent à 1,5%, et je me pose des questions, est-ce que vraiment ils ont eu l'espace politique et tout, toutes les années passées, est-ce qu'ils ont eu vraiment la lassitude de travailler, est-ce que les gens pouvaient facilement s'exprimer librement, parce qu'on se dit, il faut qu'il y ait une contradiction au niveau du pouvoir. Il faut qu'il y ait, disons, un esprit démocratique, de critique. Il y a des choses qui se font, il y a des routes qui ont été construites, il y a des infrastructures, mais il y a une redistribution des revenus du pétrole qui est encore à faire au niveau de la population de base. Il y a le chômage, il y a d'autres. Donc il y a des éléments à critiquer. Moi, quand je vois par exemple que dans une ville donnée, il a eu 100%, ça veut dire aucune voix pour l'opposition. Ça me laisse un peu perplexe. Je dirais, si c'est réel, la démocratie, vraiment, elle a encore un chemin à faire parce que ce n'est pas dans un pays démocratique qu'on peut retrouver tout le monde 100% derrière un seul homme, même si vraiment, même Mandela, on sait bien qu'il n'a pas eu 100% à Soweto.
Et au Burkina Faso, la Cour de cassation l'a annoncé ce jeudi. L'annulation des mandats d'arrêt lancés par la justice militaire dans le cadre du dossier du putsch de septembre 2015 et dans le dossier de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, et ce pour vice de procédure. Parmi les personnalités concernées, on retrouve l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, mais aussi le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. C'est un sujet de Gaël Onana, commenté par Ibrahima Dioumaba. Nouveau rebondissement dans le dossier du putsch du 16 septembre 2015 et celui relatif à l'ancien président Thomas Sankara. La Cour de cassation a annoncé jeudi 28 avril 2016 l'annulation des mandats d'arrêt en lien avec ces deux affaires. Saisie par le commissaire du gouvernement, la Cour de cassation du Burkina Faso explique que la procédure de réquisition du procureur du tribunal n'a pas été respectée avant l'émission des différents mandats. Au regard des motifs qui ont été avancés, la Cour de cassation dit que c'est pour vice de forme qu'elle a décidé d'annuler ces mandats. Alors, si on fait qu'il y a vraiment vice de forme, nous disons que bon, il n'y a pas de problème. S'il y a vice de forme, l'idée c'est de bien faire pour que la procédure puisse aller, en tout cas dans les bonnes conditions. Ce qui reste à faire maintenant pour les juges, c'est de reprendre ces mandats-là dans les formes requises. Dans ces deux dossiers figurent les noms des personnalités politiques, à savoir Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. L'annonce de cette annulation n'est pas synonyme d'abandon des dossiers. Une reformulation pourra être faite après correction des irrégularités. Les seules conséquences qu'on voit, c'est le fait de peut-être retarder la procédure, retarder l'échéance pour le jugement, peut-être parce que si le juge ne va encore reprendre ses mandats et sur toutes ces procédures qu'on décrit là, naturellement que ça va avoir une incidence sur l'échéance du jugement, c'est sûr. Autrement, si c'est concernant en tout cas le fond du dossier, les personnes impliquées, moi je pense que ça ne change rien à leur sort parce que les mêmes faits demeurent, ils sont toujours impliqués. L'annulation, ça ne veut pas dire qu'on les a blanchis ni rien, non. On va reprendre la procédure, on va leur envoyer les mêmes mandats et puis on va répondre de leurs actes. C'est donc une annulation sur la forme et non sur le fond qui ne change en rien les conséquences de ces différents mandats d'arrêt. Elle n'a d'ailleurs aucun impact sur l'incarcération des personnes déjà détenues dans ces différentes affaires. Et je m'adresse à l'homme de droit sur ce plateau. C'est vous, Gemal. Qu'avez-vous pensé de cette annulation ? Il y a deux lectures à faire. Soit on considère que la justice au Burkina Faso est libre et indépendante, et je fais partie de ceux qui le pensent, et donc auquel cas, la Cour de justice a décidé tout simplement de l'application du droit. Un vice de procédure est un vice de forme qui est absolument normal dans un code de procédure, et il est tout à fait normal qu'on annule les décisions suite à ça. Alors évidemment, le hasard des personnalités concernées, le hasard des situations fait que, naturellement, et je vois le Gracien, bien entendu, glousser un tout petit peu de son côté, on peut se poser des questions. J'ai un ancien prof de droit qui me disait une chose très jolie, il me dit la Cour de cassation en France rend des arrêts, parfois elle rend des services. Probablement qu'ici, au lieu de rendre un arrêt, on a rendu un service. C'est tout à fait possible, je n'en sais rien, je n'ai pas la clé de lecture suffisamment importante pour le savoir. En tout état de cause, dans le fond, rien n'est changé, c'est un vice de procédure, se répare, la procédure peut reprendre son cours de façon tout à fait normale, sans nous presser au complot universel auquel nous aimons absolument tous verser, nous allons essayer juste, comme diraient les Anglais en bon français, wait and see. Gracias. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un non-événement ou d'un recul ? Il s'agit d'un événement. Il faut savoir, il faut se mettre à la place des Burkinabés, le peuple burkinabé qui a fait sa révolution. Et déjà, il y avait des critiques par rapport à la justice. Moi, je me dis, oui, il y a une erreur d'un magistrat. Mais on se demande comment est-ce qu'on peut lancer un mandat international sans que le mandat soit vérifié. Pourquoi ? Oui, je m'explique. Alors, pourquoi en tel temps ? Pourquoi il s'est passé ce temps ? On a du mal à comprendre. Bon, les hommes de droit, oui, peuvent disserter, peuvent causer sur cela, mais le peuple burkinabé qui se demande qu'est-ce qui se fait finalement. Pourquoi, par exemple, on dit bien qu'on va faire toiletter, disons, le texte pour que finalement il lance encore ses mandats. Pourquoi il ne pouvait pas le faire au sein de la justice et le refaire, lancer sans vraiment que ce soit médiatisé. On se demande pourquoi vraiment on le fait de cette façon, alors que ça pouvait être corrigé bien avant, parce que c'est vraiment, si on se met à la place du peuple burkinabé, c'est quelque chose de touchant. Il s'agit d'un ancien président, Blaise Compaoré, et aussi de Guillaume Soro, avec tout ce qui est
tout ce qu'on dit dans ce coup d'État avec les fameux enregistrements. Les écoutes téléphoniques. Gémal? Non, j'aime bien Gracier, moi, quand il me parle de stratégie militaire. Quand il me parle de droit, un peu moins. Et donc, je suis juriste, je parle en tant que... J'ai bien compris. Et donc, si les personnes concernées étaient des personnalités anonymes qui n'intéressent pas le grand public, on n'en aurait même pas parlé. Et donc, l'annulation d'une décision pour un vice de forme est une procédure absolument normale dans n'importe quelle procédure, et donc on aurait probablement même applaudi, bravo. Là, puisqu'il s'agit de personnalités, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout va bien et que la procédure est absolument régulière et normale, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'en soi, il n'y a rien de choquant. Cela dit, il n'est pas impossible que finalement, la Cour de justice, là, encore une fois, rend un service. C'est tout à fait possible. Mais enfin, on ne peut pas crier au scandale tout de suite, gratuitement. Hervé, on a deux avis complètement tranchés. Quel est le vôtre? Alors, on se souvient qu'il n'y a pas longtemps, le président Kaboré a exprimé sa volonté de régler ces questions judiciaires de manière diplomatique, de privilégier la voie diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Est-ce que c'est un signe dans ce sens-là? Est-ce que c'est une manière d'enterrer l'affaire? J'en doute. J'en doute parce que la justice reste libre de relancer les deux. Il y a plusieurs procédures d'ailleurs, toutes ces procédures. Et je pense qu'elle ne prendra pas le risque de se mettre à dos, de se décrédibiliser face aux Burkinabés, qui attendent beaucoup de cette justice. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.